Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Try Bandit qui est un véritable épisode de bandit aujourd'hui parce que ça fait une demi-heure qu'on est en train de se battre avec les réseaux de tous les côtés. La seule qui a un réseau qui fonctionne à peu près, c'est notre invité du jour, Emma Bilam. Bienvenue sur le Try Bandit. Bonjour, merci de m'accueillir. Pardon, j'ai mon écran qui vient de s'éteindre aussi, mais c'est bon, il est de retour. Donc, j'irai pas trop vite en disant que je suis la seule à pas avoir de soucis. Tout va très bien. C'est le principal, c'est qu'on arrive à tous être là. Merci beaucoup de ton temps et puis on va commencer tout de suite en tapant dans le dur. Un grand bravo parce que Emma Bilam quand même qui gagne en brun sur 2024, une année un petit peu particulière sur une course particulière. Donc bravo à toi déjà pour cette superbe course. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses déjà depuis la course. Alors déjà sur le moment, j'ai pas tellement réalisé, mais j'ai enchaîné avec tellement de choses depuis que j'ai eu l'occasion de l'apprécier, mais c'est vrai que ça me paraît déjà tellement loin. Ça s'est accéléré du coup. Tu pensais que ça allait se ralentir? Le temps, non, mais c'est vrai que j'ai juste j'ai suivi Embrun avec une semaine d'engagement sur une épreuve d'athlétisme ici à Lausanne, enfin pas très très loin de chez moi. Et j'ai pas beaucoup dormi de la semaine, donc suivant un Ironman, c'était un petit peu plus dur que ce que j'avais anticipé. J'aurais dû savoir, et puis malgré toute l'expérience, j'ai un petit peu sous-estimé la fatigue que j'aurais après une épreuve comme Embrun. J'aurais dû savoir. Donc voilà, donc je retrouve petit à petit mes esprits, mais c'est vrai qu'il m'a fallu un petit peu de temps là pour récupérer. Pour récupérer. Et du coup, on s'était croisés nous 2 jours avant et tu m'avais partagé le fait que ça c'est certainement ta dernière course. Tu avais communiqué dessus et tu quittes l'aventure triathlète pro. Ouais, t'es revenu Arnaud? Bon. Je savais pas Et, qu'on t'avait perdu. et tu quittes l'aventure triathlète pro sur une victoire, sur une course qui te tient particulièrement à cœur. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans la course en elle-même avant de parler d'autre chose après? Oui, alors bah déjà, enfin c'est pas que je m'excuse de ce moment quand on s'est croisés avant la course. Je me souviens très bien du moment où j'étais sur le bord du parcours à pied pendant le half et puis Ouais. j'encourageais mon ami Guillaume qui courait. Et puis souvent j'ai des gens qui viennent vers moi puis qui me posent des questions sur la course, etc. Puis je te connaissais pas. Et puis t'es venu me demander, je sais même plus ce que tu m'as demandé. Tu m'as dit que on avait une amie en commun. Et puis Ouais, quelles étaient tes envies sur la course en fait? voilà. Et puis c'est vrai que quelqu'un d'assez introverti. J'aime pas trop que le focus soit tout le temps sur moi, donc ça me gêne souvent que les gens viennent me poser des questions. Et puis du coup, ça m'intéresse aussi de savoir ce que font les autres en fait. Et du coup, je te demande si tu fais en brun, si c'est ton premier. Et puis depuis, je sais que en fait c'est pas du tout ton premier. Tu connaissais vachement bien la course que moi. Mais du coup, je suis désolée de t'avoir posé des questions. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, pas du tout. C'était classe. Et au contraire, alors si moi j'ai l'habitude de discuter avec tous les gens aussi comme toi dans les parcs, mais moi je suis simple triathlète entraîneur, mais je suis pas athlète de haut niveau. Les athlètes de haut niveau, ils ont souvent une espèce de petite réserve. Ils sont un petit peu. Le sourire est pas facile. On discute, mais vous êtes un peu dans une bulle, vous avez la pression et ainsi de suite. Et avec toi, tout de suite, c'était un grand soleil, des grands sourires. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait marqué. Et je te connaissais déjà comme ça, mais c'est quelque chose que je voulais mettre en avant. Et donc, c'est ce qui va être certainement le fil rouge. J'ai découvert Emma triathlète il y a très longtemps. Mais en faisant cet épisode-là, j'ai creusé un peu l'histoire d'Emma et j'ai découvert une amoureuse de la nature, une amoureuse de la montagne. Donc, c'était là un petit peu là-dessus que je voulais te guider. Et donc, en particulier sur Embrun 2024, où malgré l'histoire ta fin d'aventure pro, tu arrives avec un grand sourire et malgré la difficulté de la course, on t'a vu rayonner sur toute la journée, quoi. Bah, merci, bah, je suis contente que ce soit ressenti. Alors, enfin, il y a plusieurs choses. Alors, déjà, en brun, je suis arrivée relativement relâchée cette année par rapport à d'autres années où peut-être je me suis eu un petit peu plus de pression, etc. Effectivement, je savais que c'était ma dernière. J'avais un objectif particulier sur cette course, c'était de repartir avec un bon souvenir, sans regret et juste avec le plaisir d'avoir donné tout ce que je pouvais. Puis d'avoir bouclé une dernière fois cette épreuve. Alors, bon, tout peut arriver, bien sûr, on n'est jamais sûr d'arriver au bout, mais j'avais zéro objectif de place ou autre sur cette course. D'ailleurs, souvent dans ma carrière, c'est pas là-dessus que j'ai mis l'accent.
Mais, euh, mais c'est vrai que je suis pas beaucoup, et ça rejoint peut-être un autre podcast que vous avez fait tout récemment sur Embrun, et puis sur le fait d'être professionnel, de l'image qu'on dégage, de nos sports, etc., de la façon dont on s'implique. Et j'avoue, j'aime pas les réseaux. Je suis quelqu'un d'assez introverti. J'aime pas forcément me mettre en avant de façon virtuelle comme ça me dérange. Euh, mais au contraire, j'adore être proche des gens, de pouvoir partager le moment, parce qu'au final, dans notre sport, c'est surtout ça qui nous procure souvent les meilleurs souvenirs ou les plus bons moments. En fait, c'est ces moments-là dont on se souvient. C'est rarement le podium ou un résultat particulier. Et si je retrace, enfin, si je repense à ma carrière, c'est les courses qui m'ont marqué, c'est celles où j'ai vraiment partagé quelque chose avec les gens, où c'est des situations, des échanges, des choses comme ça. Donc moi, j'étais absolument ravie que tu viennes me dire bonjour et de te recroiser aussi après à la remise des prix. Et pareil, ce que je retiendrai surtout d'Embrun cette année, c'est tous les gens à qui j'ai parlé et puis les échanges que j'ai pu avoir. Mais tu sais, je crois que c'est un petit peu un fil rouge du triathlon et notre sport, il est quand même fait d'une histoire où les pros démarraient sur la même ligne que les groupes d'âge jusqu'à il y a encore récemment et encore sur beaucoup de courses. Et je pense que ça a historiquement créé un certain lien entre l'élite de notre sport et puis les participants de masse. Et, euh, et moi, je trouve que on a quand même, en règle générale, dans notre sport, des athlètes, des stars qui sont extrêmement accessibles, quoi. Et ce matin, on a enregistré un petit podcast qui dure une vingtaine de minutes pour célébrer un petit peu la retraite de Daniel Arif. Et moi, j'ai eu l'occasion de croiser Daniela sur plusieurs courses, mais c'est quelqu'un à qui tu peux facilement aller parler, t'approcher et discuter. Et de tous les grands champions de nos sports, de notre sport, je trouve que on a quand même des beaux champions. On a des gens qui se prennent quand même pas la tête et puis qui sont toujours super accessibles et disponibles, quoi. Alors il y a plein de choses. Bon, déjà un champion ou non, on est tous des gens les uns comme les autres. Et puis moi je suis toujours partie du principe que c'est pas parce qu'on a gagné une course ou qu'on a gagné un petit peu plus d'argent ou peu importe que ce soit dans le sport ou ailleurs, euh, on est tous les mêmes en fait. Et j'ai jamais, enfin j'ai toujours eu de la peine avec des personnes qui se prenaient le melon parce que bah, tout à coup ils se sentaient un petit peu au-dessus des autres pour x y résultat. Après, j'ai pas envie, c'est pas négatif, j'ai pas envie d'être la vieille qui dit c'était mieux avant, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même dans ces dernières années, il y a quand même une évolution dans le triathlon. Il y a pas mal de choses qui changent, surtout au niveau élite. Et puis ça se professionnalise beaucoup plus. Et puis je trouve que même, enfin c'est aussi en partie pour ça que les valeurs forcément je les retrouve pas tout à fait. J'ai un tout petit peu plus de peine à me retrouver dans ce milieu-là, mais mais il y a un élitisme qui est gentiment en train de se créer quand même. Et puis c'est pas mal de toute façon. On a besoin de l'évolution. Les athlètes professionnels ont besoin d'en vivre et d'en vivre correctement. Donc toutes les structures, tous les événements actuels qui sont mis en place pour essayer de tirer le sport vers le haut, pour ramener de l'argent dedans, pour médiatiser, etc. C'est très bien, on en a besoin. Mais je pense que ça se fait aussi aux dépens de certaines valeurs originales du sport qui me sont assez chères. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai choisi Embrun comme dernière course et que enfin, c'est une petite raison, hein, il y en a plein d'autres. Mais je trouvais qu'Embrun, ça reflétait et d'ailleurs, beaucoup de courses françaises, c'est pour ça que j'ai beaucoup couru en France et que certains de mes meilleurs souvenirs sont sur des courses en France, parce qu'on retrouve souvent cette ambiance-là à travers les parcours, oui, juste les attitudes, les ambiances de course, les publics qui viennent. C'est un petit peu, c'est les valeurs originales du triathlon. Et puis suivant comment je trouve que ça se perd un tout petit peu. Voilà. J'ai pas envie de dire que ça a été mieux avant ou qu'il y a certaines choses qui sont mieux ou pas bien, mais je trouve qu'il y a des choses qui correspondent mieux à certaines personnes et moi je me retrouve plus dans ces événements-là. Ben, en fait, si tu veux, euh, vas-y. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que on est dans notre sport, et il a évolué, et dans le passé, on n'avait que des courses avec un grand niveau d'authenticité.
Aujourd'hui, on a quand même des choses à plusieurs vitesses où tu as les gros circuits où il y a un petit peu moins, c'est un petit peu moins amical souvent entre les athlètes. Et puis à côté de ça, il y a des courses, comme tu dis, comme Embrun, qui cultivent encore cet esprit originel du triathlon. Et on en parlait un petit peu en off, moi, ce week-end, quand j'ai couru à Lausanne. J'avais jamais fait le triathlon de Lausanne, crois-le ou pas, en habitant juste à côté. Je crois que c'était la 30e édition qu'on célébrait et je l'avais jamais fait. Mais j'étais super heureux de voir dans le parc à vélo des gens qui arrivaient le matin avec des VTT. Il y avait des gars en gravel. Il y avait des gens, tu sais, qui sortaient du parc avec le casque de travers et tout ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement rafraîchissant, surtout moi j'ai quand même écumé pas mal le circuit Ironman et tout ça, où même chez les groupes d'âge, on a quand même des groupes d'âge professionnels, si tu veux, et des fois ça se reflétait un petit peu sur l'attitude des gens. Mais je trouve que, comme tu dis, ces courses type Embrun, ces courses rurales, et rural pour moi, c'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment c'est l'essence du truc. Ces petites courses, ces organisations plutôt simples, je trouve que enfin, c'est tellement rafraîchissant et c'est tellement agréable de pouvoir continuer à courir. Et c'est vrai qu'Embrun, c'est un petit peu l'épitome de ce genre de course qui est où le niveau d'amitié, le niveau de friendship entre les athlètes, il est quand même encore super C'est vrai, super présent, après, je quoi. pense que c'est aussi un petit peu l'élitisation, je sais même pas si c'est un mot français, de cette discipline. Donc toute la pointe, le plus haut niveau commence à tendre un petit peu vers ça. Je dis pas que c'était pas professionnel avant, mais il y a quand même, au niveau de la densité aujourd'hui, c'est incomparable. Par contre, cette ambiance-là et cette approche très saine du sport, on la retrouve quand même à beaucoup de niveaux. Et puis, moi, je fais partie du club local. J'ai des amis de club qui ont participé à l'Ironman de Francfort le week-end dernier, enfin, juste après Embrun d'ailleurs. Et puis leur approche et leur attitude et la façon dont ils ont abordé la course, c'est incroyable. Donc, on n'est pas tous un petit peu tirés par ce monde du toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite, euh, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même un certain changement dans la façon dont les gens courent, dans les courses sont abordées, voilà, qui laisse un tout petit peu moins de place au partage et puis à l'encouragement, etc. On est un petit peu à la croisée de deux chemins. La professionnalisation, et c'est vrai que les athlètes de haut niveau sont de plus en plus obligés de se consacrer à ça, avec entre guillemets l'épée de Damoclès qui va avec, c'est-à-dire il faut des résultats, sinon l'année prochaine on vivra moins bien, voire même on pourra peut-être plus en vivre du tout. Et le fait que les réseaux sociaux deviennent primordiaux aujourd'hui, un athlète pro se doit d'être visible sur les réseaux. On en parlait ce matin avec Clément, qui fait deux à Embrun, et lui, il n'est pas présent sur les réseaux. Après sa deuxième place à Embrun, bah, il n'y a pas de structure qui l'a contacté, il n'a pas de partenaire. C'est quelque chose qui est presque impensable sur une autre course ou à un autre niveau. Est-ce que tu penses que du coup, c'est ça qui fait que il y a une espèce de division qui va se faire entre l'élite et les groupes d'âge, on va dire, ou même vous, entre élites, vous sentez que la compétition devient un peu plus féroce et l'ambiance un peu dilettante et un peu fun des années 80 est en train plus ou moins de disparaître, quoi. Euh, alors l'ambiance fun alors des années 80, je sais pas parce que moi je suis née en 86, donc je l'ai peut-être pas connue, mais euh, non, je pense qu'entre beaucoup d'athlètes, il y a quand même, et c'est aussi un des rares sports entre entre les athlètes, il y a souvent une ambiance qui est très très bonne. Moi, je sors d'Athletissima où bah aussi tous les athlètes, donc on parle d'athlétisme là, ils étaient logés dans le même hôtel pour la semaine. Et puis j'avais quelqu'un de mon équipe qui me disait, qui vient du foot et qui me disait non mais jamais on peut mettre deux équipes de foot dans le même hôtel comme ça. Ils se seraient entretués avant le match. Donc en triathlon on a quand même ça et à part des mésententes entre personnes qui sont inévitables, je pense que ça reste quand même un sport où c'est assez bon enfant et il y a oui il y a des petits groupes, des petits clans qui se forment, mais il y a quand même une entraide qui est, même au niveau professionnel, qui est assez remarquable. Mais il n'y a pas de la place pour tout le monde et puis il y a une densité aujourd'hui qui effectivement, elle est énorme. Quand on voit à Francfort le nombre
de messieurs sur la ligne de départ, et même chez les filles, hein, encore 5 ans en arrière, si on était 10 au départ d'un Ironman, c'était déjà pas mal. Alors qu'aujourd'hui, il y a des sur l'Ironman Pro Series, je crois qu'il y a des lignes de départ où elles sont 30-40. Donc ça, c'est excellent pour le sport, pour tirer le niveau vers le haut, etc. Mais effectivement, c'est pas, on va pas se distinguer que par les résultats. Il y en a très peu qui vont pouvoir en vivre par leurs résultats seuls. Donc, je crois que vous l'aviez aussi abordé dans le dernier podcast, être professionnel, c'est pas juste s'entraîner et faire des résultats. C'est tout ce qui va autour. C'est l'approche qu'on a de la récupération, c'est le fait de pouvoir s'entourer des bonnes personnes, de travailler son mental si c'est quelque chose qui pioche un peu, de faire attention à la nutrition et puis de soigner tous les gens qui nous permettent de vivre ça. Parce que moi, j'aurais jamais vécu la carrière que j'ai vécue si j'avais pas eu des gens autour de moi pour me soutenir, et pas seulement financièrement. Mais moi, je fais effectivement partie de celle qui a fait le choix de ne pas compter sur des sponsors, parce que j'étais pas à l'aise sur les réseaux, parce que j'avais pas envie d'être redevable, parce que je n'osais pas demander, parce que ça me gênait. Je préférais acheter une paire de chaussures que de mettre 3 posts sur les réseaux. Et puis, maintenant ça change un petit peu, mais il y avait un certain temps, plus on montrait de peau sur les réseaux, plus ça avait de succès. Et moi, je n'étais pas du tout en accord avec ça. Donc, j'ai choisi de travailler à côté, de financer ma carrière de triathlon d'autre façon. Est-ce que c'était professionnel? Je sais pas, mais je sais que j'ai choisi des courses spécifiquement de façon intelligente, sur des parcours qui me convenaient, à des dates où il y aurait pas forcément les meilleurs du monde, sachant que j'étais pas sur le haut du tableau. Et je pense que être professionnel, voilà, c'est pas juste s'entraîner puis performer sur une course. Il y a tout un tas de choses qui vont avec. Et puis aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'être athlète professionnel sans faire toutes ces choses? Je suis pas sûre. Je pense que c'est vraiment un package complet, et c'est difficile de passer à côté. C'est vraiment intéressant ton discours là, parce que si tu veux, moi d'un point de vue extérieur au sport professionnel, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, et ton, ton discours sur les sponsorships au niveau des chaussures et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui résonne, parce que quand tu es un bon edge grouper, en règle générale, tu sais, il y a toujours le magasin de sport local ou la marque de nutrition qui va te proposer quelque chose et tout ça. Et j'avais eu une discussion avec un très bon groupe d'âge qui, lui, avait toujours refusé de prendre un sponsor de chaussures ou un sponsor de nutrition, parce que quelque part il voulait pas se retrouver bloqué avec quelque chose, et surtout il voulait pas avoir à accepter la contrainte de faire un certain nombre de posts par semaine, de parler de ci, de là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu es un petit peu sur les réseaux, et moi je suis un petit peu de l'ancienne école où je suis beaucoup plus présent sur Facebook que sur des réseaux comme Instagram, où tu as vraiment l'impression que c'est une longue litanie de product pushing en permanence, et c'est rare d'avoir du contenu, si tu veux, qui soit qui soit réel, auquel tu puisses te fier, quoi. Et moi je suis un ami de Cameron Brown, et Cam il avait navigué avec quelques sponsors de chaussures, et puis enfin il a été longtemps chez Nike, et puis après il avait eu d'autres sponsors de chaussures, et je me rappelle à un moment où il avait un problème avec un de ses sponsors de chaussures, et il avait pas hésité une seconde à balancer à dire bah non ça me va pas, ça marche pas, on n'est pas fâché, mais je peux pas continuer comme ça, parce que pour moi ça devient un frein à mon truc, même si le chèque était bon. Il y a un moment, il avait pris la décision de dire, ben non, c'est pas ce dont j'ai besoin, quoi. Et d'avoir des athlètes comme toi, comme ça, qui arrivent à rester un petit peu en retrait Alors, de j'ai en tout cas pas ce choisi flux permanent le bon exemple, de parce qu'en product fait, les pushing. chaussures, Je trouve que c'est vachement c'est rafraîchissant, le et seul surtout, produit c'est un bel exemple que j'ai pour les petits depuis loups, 10 ans. Parce qu'il y a où le ça passe pas distributeur Physio forcément par un Socoli certain nombre de je sais pas si j'ai le followers droit et de puis mentionner une des nombre de marques sur ce publis pour podcast, arriver à en mais faire un living. qui m'ont soutenu dès les débuts de ma carrière et qui me soutiennent jusqu'à ma retraite. Donc, et puis ça m'a toujours très bien convenu. Ils ont toujours été très agréables avec moi. Donc, c'était le mauvais exemple.
Après, est-ce que mon approche de vouloir faire tout à ma sauce, de me contraindre de travailler à côté, après c'était un choix, c'était pas une contrainte, c'était vraiment un choix parce que j'avais envie de développer d'autres choses que le triathlon dans ma vie. Mais est-ce que ce choix-là, au final, était vraiment professionnel? Est-ce que j'aurais pu aller plus loin dans le sport si je m'y étais consacrée à 100% en prenant le 100% des éléments qui vont avec et pas juste m'entraîner et courir? Je sais pas. En tout cas, j'ai fait la carrière qui, moi, me convenait selon mes valeurs et ceux avec lesquels moi j'étais à l'aise. Mais je pense que c'est pas la même chose pour tout le monde. Mais je pense que c'est important en fait de vivre son sport à sa façon et de pas se laisser influencer par tous les éléments extérieurs. Donc oui, pour les jeunes qui démarrent, il y a pas qu'une voie en fait pour arriver à une autre performance et pour arriver à une performance qui est satisfaisante et pour un succès qui est personnel en fait. Et puis je fais attention de choisir mes mots en fait parce qu'il y a le succès aujourd'hui, il est défini essentiellement par les podiums, par l'argent, par la victoire. Et puis c'est pour ça qu'on est reconnu. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai gagné en brun. C'est pas une critique ou quoi que ce soit. Mais ça nous donne une visibilité et une présence qui est finalement assez superficielle. Parce que je suis pas là parce que vous me connaissiez. Je suis là parce que j'ai gagné en brun. Et tout ce tout ce qui est glorifié et valorisé aujourd'hui dans notre société, ou souvent, c'est ces succès-là. Mais finalement, c'est des succès qui sont très éphémères, qui sont ultra difficiles à atteindre parce que combien il y a de participants sur une course, combien il y a de gagnants. Il y a un infime pourcentage de personnes qui vont être en haut sur la boîte. Mais ça ne veut pas dire que toutes les autres, elles n'ont pas fait un travail de dingue, une course d'exception, qu'elles ont géré à la perfection. Et pour toutes ces personnes-là, le succès, en fait, il est tout aussi grand. Mais ce qui est valorisé, en fait, c'est la victoire. Et c'est là aussi que je pense qu'il y a un petit peu où on se perd un petit peu. C'est très peu important, en fait, une victoire dans une vie. Il y a plein d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes et dont on va se souvenir beaucoup plus longtemps et qui sont beaucoup plus importantes pour le développement personnel. Vous me coupez si je parle trop, mais sur Embrun, sur Embrun, j'ai été gentiment invitée avec le vainqueur homme. Il s'appelait Simon, c'est ça? Louis Richard, pas du tout Simon. Zéro, pas du tout Simon. Pas une lettre de juste, pardon. C'est troisième. Il fait 3. Avec Louis, on était invités à 11h moins quart sur la ligne d'arrivée pour accueillir les derniers finishers. Pour distribuer des médailles, on était avec les deux speakers, il y avait Olivier Bachet et Christophe Dallery, c'était très très agréable. On mettait une super ambiance, il y avait un monde de fous. Et on accueillait les derniers qui arrivaient. Ils avaient fait 17 heures d'effort. Ils rentraient dans la nuit, la lampe frontale, ils étaient au bout d'eux-mêmes. Et les speakers disaient, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez, les 2 champions de l'Embrunman 2024 vous remettent les médailles. Et moi, j'étais très mal à l'aise à ce moment-là, parce que le champion de ce moment-là, c'était pas moi et Louis, c'était ces personnes qui finissaient au bout d'eux-mêmes à 1 minute du cut-off. Et je voulais qu'ils aient leur moment de succès et de gloire, en fait. Et pas qu'on mette en avant ma performance. Certes, j'avais fini 7 heures avant, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche à ce moment-là? Celle qui m'a... Pardon, pardon. Mais tu, non, 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 mais si tu veux, je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu disais avant. Tu disais que tu étais là parce que tu as gagné en brun. Oui, effectivement, mais tu es aussi là parce que c'est, on t'a pas découvert, si tu veux, au moment de la victoire d'Embrun. Et ton attitude au long de ta carrière, moi, ça fait 35 ans que je suis dans le triathlon, donc tu vois, j'ai commencé le triathlon, t'étais toute petite. Et Mika, c'est pareil, il a un peu de bagage à ce niveau-là. Et il y a des athlètes qui sont passés dans le monde du triathlon auxquels on n'a pas forcément envie de parler. Euh, et
comme effectivement le résultat, les performances, c'est quelque chose qui définit la valeur d'un athlète sur le moment. Mais si tu prends, moi j'ai toujours considéré que la vraie valeur d'un athlète, c'était ses qualités humaines. Et un bon exemple dans le monde du triathlon masculin pour moi, c'était Sébastien Kienle, parce que Sébastien Kienle, il a fait une magnifique carrière, il a gagné Kona en 2014. Mais à côté de ça, il a fait des très bons résultats, mais il a pas fait la moitié des résultats d'Yann Frodeno et tout ça. Et pourtant, tant que Sébastien était encore en activité, qui était encore un coureur, quand il parlait, les gens l'écoutaient. Parce qu'il avait son attitude, il avait son franc-parler, et c'était quelqu'un qui était connu et reconnu il est toujours pour avoir une grande honnêteté et une grande liberté de parole. Et je pense que dans les médias aujourd'hui, on a un petit peu tendance à donner beaucoup de poids comme tu disais, aux gens qui vont faire un résultat de façon ponctuelle. Et la valeur humaine des gens, nous, c'est quelque chose auquel on apporte beaucoup plus d'importance. Et c'est quelque chose on essaye de faire ressortir en ayant des invités qui nous parlent et qui ont déjà qui ont quelque chose à dire, qui ont une histoire derrière. Mais si tu veux, on serait pas spécialement excité à l'idée d'avoir un champion du monde qui se comporte comme un idiot en dehors de tout ça, quoi. Et, euh, et je parlais de Sébastien Kienle, et moi, il y a une image que je garderai, c'était en 2018 à Kona. J'avais mon gamin à Breakfast with Bob qui était dans la queue pour aller lui faire signer un truc à la fin de l'interview. Et Sébastien, quand il a vu mon gamin qui était à l'arrière de la file, il s'est levé, il a été le voir tout de suite et lui a demandé ce qu'il voulait et il lui avait signé ses chaussures à l'époque. Et c'est quelque chose, si tu veux, qui a eu un poids énorme pour mon gamin, qui a eu beaucoup de poids pour moi. Et quelque part, tu valorises vachement plus le comportement de la personne quand tu vois quelqu'un qui a un vrai comportement humain comme ça, quoi. Et pour moi, ça va au-delà d'un résultat sportif. La vraie valeur humaine ouais, ça a coupé un petit peu. Ouais, je suis revenu. Ce que je disais, c'est que dans notre sport, on a quand même encore la chance d'avoir des gens qui ont encore vraie valeur humaine. Et je trouve que c'est vraiment à souligner. Mais clairement, toi, ton comportement, la course, ton accessibilité, le fait que tu sois bénévole à Atletissima la semaine dernière, c'est des choses qui parlent pour elles-mêmes, si tu veux. Et, euh, et pour faire le parallèle avec ce que je disais de Sébastien Kienle qui se lève pour aller signer les godasses de mon gamin qui était à l'arrière de la file, euh, à, il y a 2 ans ou 3 ans à Toulouse pour la Super League, il y avait un athlète français qui d'ailleurs était aux Jeux cette année et que mon gamin, on courait, on s'est croisés et mon gamin lui a demandé de faire une photo avec lui et visiblement ça l'emmerdait mais énormément alors que c'était un petit jog de récup et ça lui prenait 10 secondes. Et là tu te dis ah ouais il y a quand même deux poids deux Oui, mesures mais enfin, voilà. Après, les êtres humains on est tous effectivement, on est vraiment tous tous différents différents par et puis rapport c'est ça aussi au rapport à la personne quoi. qui fait notre monde. Donc, on a la liberté de choisir à qui on a parle et avec qui on passe notre temps. Donc, ça, c'est sûr. La liberté, c'est un mot qui m'est venu en tête quand tu décrivais ton choix, en fait. Quand tu parlais de tes sponsors et de tes choix de partenariat ou pas, ça me fait penser du coup un tout petit peu à l'état d'esprit quelque part un peu montagnard, qui fait des choix, il dit ça je veux le faire et ça du coup je refuse. Et du coup si c'est ce qui t'a guidé dans ta carrière, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a marqué les esprits. Quand on parle d'Embrun, quand on parle et même avant le 15 août 2024, quand on parlait Embrun, on parlait beaucoup d'Emma, on parlait pas forcément toujours des victoires ou quoi que ce soit, mais on savait qu'il y avait une athlète avec le sourire qui était accessible. Moi, je me souviens notamment de toi à l'Alpe d'Huez où c'était exactement la même fête. En fait, t'es un petit peu un soleil et tu te différencies vraiment de ça. Et je pense que tu te rends pas compte de l'impact que t'as eu. Moi, j'ai la chance d'avoir une petite fille qui a 5 ans et demi, qui comprend pas encore les courses, mais qui avait des étoiles dans les yeux, non pas pendant le jour de la course, mais quand on discutait avant et après. Elle était là et elle voyait quelqu'un qui donnait du temps et qui était là. Et je pense que ça, c'est vraiment hyper important. Et ce que tu dis quand tu dis que les athlètes en ce moment sont un petit peu en train pas de pervertir les valeurs, mais un petit peu l'ADN du triathlon, je pense qu'effectivement, il y a ceux qui vont durer dans le temps parce qu'ils ont ces valeurs-là, peut-être un petit peu moins de résultats sportifs, mais il y a ceux qui vont être là pour des résultats et ça sera plus ponctuel que le reste, je pense. Alors, à la décharge des athlètes, je pense pas que c'est forcément les athlètes et tout. Je pense que c'est juste le fait
l'évolution qu'on a actuellement, c'est pas les athlètes qui poussent notre sport dans la direction dans laquelle il va, c'est l'argent. Et puis dès le moment où il y a de l'argent, il y a plus de batailles et puis les crocs sortent plus, quoi. C'est tout. Il y a plus de pression et puis ils ont énormément à gérer. Donc, enfin, c'est pas pour les excuser, mais c'est vrai que les enjeux sont énormément plus grands que ce que moi j'ai pu vivre. Voilà. Après, pour revenir sur la liberté, je pense que c'est un luxe déjà dans la société qu'on a actuellement, dans le monde dans lequel on vit, en tout cas en Occident. Euh, c'est notre plus grande chance en fait, d'avoir la liberté de choisir où on va, où on court, comment on vit notre vie, avec qui on parle. Et, euh, et puis il y a plein de choses qui viennent avec cette liberté-là, mais en tout cas, moi j'adore de partager ces moments avec les gens, mais vraiment, enfin réellement, pas forcément en virtuel. Et puis si j'ai pu partager ces moments-là avec Embrun et que ta petite fille, elle imagine un jour prendre ça l'inspire pour faire un peu de sport ou un peu de triathlon et s'éclater là-dedans, bah c'est que le but était atteint. Pour revenir sur Atletissima, là, quel était le regard que tu portais, toi, sur les performances que tu vois là-bas? Parce que enfin, je vais dire, tu es au pinacle du triathlon longue distance aujourd'hui. Et quand tu vas, moi, l'année dernière, j'étais à Atletissima et c'était la première fois que j'assistais à un meeting d'athlétisme, si tu veux, en réel, quoi, en live. Et j'étais premier rang en bas où il y avait le départ du 1500. Et je me rappelle avoir vu le 1500 où il y avait entre autres Jacob Ingebrigtsen qui était là. Et c'est vrai que nous, en tant que groupe d'âge, on croise des athlètes avec des niveaux de performance exceptionnels sur les courses. La vitesse que ces mecs-là se déplaçaient sur la piste, ça dépassait littéralement l'entendement. Alors effectivement, c'est un autre sport, on est tous bien d'accord. Mais mais il y a une telle marge encore entre ce que l'on voit dans le monde du triathlon, même avec des athlètes comme ce matin, Clément Grandi nous disait que sur un Grand Prix de D1 en duathlon, le 5 km, il le court en 15 minutes. Quand tu vois les temps et les vitesses où les mecs courent aujourd'hui sur piste ou même sur route, c'est vraiment hallucinant. Et toi, tu les regardes comment? Avec un peu des étoiles dans les yeux, comme étant une inspiration ou il y a autre chose derrière? Alors très franchement, j'ai pas envie de décevoir qui que ce soit ou de manquer de respect à qui que ce soit, mais en fait j'ai jamais eu de comment on dit ça, d'idole ou de la célébrité. En fait, elle m'a jamais rien fait. Je, on est tous égaux en fait. Qu'on aille plus ou moins vite, qu'on soit plus ou moins intelligent ou bien plus petit, gros, enfin blanc ou noir. Pour moi, on est tous pareils. Et j'ai jamais regardé quelqu'un avec des étoiles dans les yeux ou à me dire waouh incroyable. Enfin, j'ai regardé des performances, waouh incroyable. J'ai regardé des façons de se comporter ou des façons d'aborder une course ou des attitudes en me disant ah ouais là il a assuré. Jeanne Collange par exemple cette année à Embrun, elle était dans un état. Alors elle a moins bien géré sa course que ce qu'elle a pu le faire par le passé. Elle a été surprise par les conditions. Elle a peut-être pas géré comme il fallait certains l'hydratation, je sais pas exactement, mais d'avoir la force d'aller jusqu'au bout pendant enfin elle était encore au village d'Embrun, à la sortie du village d'Embrun quand je l'ai dépassée, d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée dans cet état-là, ça demande une force juste extraordinaire. Et puis ça, je trouve impressionnant. Un Usain Bolt qui... Ouais, ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'une athlète pro qui est sur le point d'aller vers la victoire prend le temps de s'arrêter et prend soin de la santé de sa concurrente. C'est quelque chose qui est énorme. Enfin, tout le monde l'a peut-être pas vu ou entendu, mais c'est quelque chose qui donne vraiment un relief à tout ce que tu dis et au sport qu'on a la chance de pratiquer, parce que c'est quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, c'est quand même pas partout et c'est pas tout le monde qui aurait pu faire ce que tu as fait, quoi. En fait, j'ai jamais réfléchi en fait enfin, ça m'a pas traversé l'esprit de faire autrement. Je l'ai côtoyé sur tellement de courses et je sais que ça fait partie des filles qui vont toujours respecter les distances de drafting, par exemple. C'est quelqu'un qui va toujours te respecter, peu importe si tu es devant ou tu es derrière, elle va venir il y aura un petit mot gentil. Si tu l'as battue à la course d'avant, elle va quand même te saluer en transition, comme si, enfin, il y a un respect qui est très présent chez elle et enfin, c'est une fille adorable en fait. Et puis elle a eu des moments qui ont été difficiles dans sa carrière, elle a jamais rien lâché.
le fait de pouvoir s'accrocher, de savoir où elle va et d'avoir cette abnégation de pas lâcher et de continuer même quand c'est dur, de revenir. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'admire. C'est pas pour autant que je vais la regarder avec des étoiles dans les yeux, mais cette force, je la trouve admirable. Un Usain Bolt qui court un 100 mètres en 9, c'est quoi, 40 et quelques. Euh, Moi, je l'ai conduit à l'aéroport 2 jours après sa course quand il était à Lausanne une fois. Bah, c'est un homme comme tout le monde en fait. Et puis je vois, voilà, c'est juste ma façon de voir le monde en fait. Est-ce que tu penses que ce niveau d'entraide, il est plus présent aujourd'hui dans le milieu féminin que dans le milieu masculin, dans le monde du triathlon? Parce que je voulais revenir un petit peu sur quand on avait interviewé Belinda Granger, elle nous parlait de l'avènement de Chrissy Wellington à l'époque. Et Chrissy, elle avait crevé un coup à Kona et c'était Jody Swallow qui lui avait donné son kit de réparation pour qu'elle puisse finir la course et ce qui avait permis d'ailleurs à Chrissy de gagner Kona par la suite. Et, euh, et j'ai toujours, moi, d'un point de vue extérieur, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait, alors c'est peut-être inhérent simplement à la nature des femmes qui sont beaucoup plus humaines et tolérantes que la jante masculine, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait plus d'entraide et d'amitié et de bon comportement entre les compétitrices femmes que chez les hommes. Toi, vu de l'intérieur, c'est quelque chose que tu aurais tendance à dire que je suis dans le vrai ou que je me plante complètement? Euh, une bonne question. Je suis pas un homme, j'avoue. On a souvent des départs qui sont séparés aussi. Quand je suis dans une bulle de course, c'est vrai que je fais pas trop attention aux hommes, à part s'ils sont dans la roue, parce que des fois ça peut poser un petit peu problème, c'est un petit peu pénible. Euh, T'as pas des noms à balancer pendant qu'on y est là, parce que non, j'ai pas des noms. J'ai d'ailleurs déjà j'ai pas envie de balancer qui que ce soit. Je sais qu'il y a des concurrentes féminines contre lesquelles je n'apprécie pas courir parce que on sait que ça suce Hmm. la roue. Ou que c'est pas forcément faire. Donc ça, il y en a, mais je pense qu'il y en a chez les hommes comme chez les femmes. Et puis après, au niveau de la course homme, très franchement, je l'ai pas vécu. Je sais que c'est beaucoup plus dense déjà, peu importe la distance. Donc il va peut-être y avoir ça va jouer peut-être un petit peu plus des coudes ou comme ça. C'est peut-être un peu moins physique chez les femmes. Mais cela dit, j'ai commencé ma carrière sur des coupes d'Europe et des coupes du monde et j'ai pas supporté le départ à natation. J'avais pas du tout, je suis pas du tout enfin, j'aime pas le conflit particulièrement et là c'était beaucoup trop d'y aller au coude. Pour moi c'était pas mon truc quoi. Donc, je sais pas s'il y a moins d'entraide chez les hommes. Après on voit beaucoup quand même de pro hommes ils s'entraînent ensemble, ils font des camps d'entraînement, je pense que ça doit se valoir peut-être. Je pourrais pas vraiment. Je suis désolée, je vous apporte Non, pas une non, non, mais réponse c'est pas concrète grave, en mais fait. Je sais j'essayais de t'amener un peu sur un terrain glissant, mais ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. pas. Et Emma Bilam, elle va faire quoi maintenant? Maintenant qu'elle a gagné une des plus grosses courses du calendrier en ayant annoncé avant que c'était la dernière de sa carrière, ce qui est quand même remarquable et à souligner quelque part d'arriver au top le jour J pour gagner une des plus grosses courses du calendrier. Comment tu vas rebondir derrière? Est-ce que tu as déjà un plan ou est-ce que tu vas voir où le vent te pousse? Alors déjà pour revenir sur Embrun, avant de répondre à la suite, je pense que c'était quand même pour moi et pour tout le monde un petit peu la preuve que l'état d'esprit, il fait une énorme partie du travail quand même. Et il m'a fallu, je pense, 10 ans pour apprendre comment gérer. Alors, il y a des courses que j'ai gérées plus ou moins bien, mais dans l'ensemble, mon approche psychologique des courses, la pression que je me mettais, elle n'était pas toujours, c'est pas toujours la plus saine. Je pense qu'il y a énormément d'athlètes professionnels qui sont dans cette situation-là. Entre il faut que je gagne des sous, qu'est-ce qu'ils vont penser si je suis pas sur la boîte. De nouveau, c'est tout ce discours de la reconnaissance par la victoire. On est très peu à y échapper, je pense, et ça, c'est vraiment un travail je pense, qui doit être fait en amont chez les jeunes pour leur donner un petit peu plus d'outils, en fait, s'ils veulent se diriger dans le sport professionnel et pour y évoluer de façon un tout petit peu plus saine, parce que moi, j'ai pas bien géré souvent. Et puis, en Brun, j'ai réussi à tout lâcher et à juste me dire, je suis là pour moi. Les gens qui sont autour de moi, ils m'ont aimé quoi qu'il arrive. Et
je vais faire tout ce que je peux sur cette course avec les moyens que j'ai aujourd'hui. Et j'avais pas forcément la préparation de dingue que j'aurais aimé avoir à cause de plein de choses, dont le travail, des déplacements, etc. Mais j'avais réussi à mettre tout ça de côté et puis aborder cette course en pleine possession de mes moyens. Et puis je pense que pour n'importe qui prépare un Ironman ou n'importe quelle course en fait, il y a la préparation physique, mais ça peut tout capoter avec une approche psychologique qui est pas gérée. Et puis même si on arrive un tout petit peu en dessous ou un petit peu moins bien préparé que ce qu'on aurait aimé ou ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire ou ce qu'on imagine qu'on doit faire, euh, en fait on peut faire beaucoup plus que ce qu'on pense en fait physiquement, juste par un bon état d'esprit. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai réussi à faire à Embrun et c'est surtout de ça dont je suis fière. Et puis bon, évidemment, le résultat, il aide. Ça c'est sûr, avec la satisfaction que je ressens maintenant pour passer à la suite. J'aurais pas eu autant de facilité à fermer ce livre-là si j'avais pas gagné. Je pense que voilà, les sentiments étaient un peu différents. Mais en tout cas, c'est que j'ai maîtrisé ma dernière course d'un bout à l'autre et que je pouvais pas sortir plus le jour même. Et depuis le finish d'Embrun, depuis que tu as passé la ligne, il n'y a pas un moment où tu t'es dit je, il m'en reste peut-être encore un petit peu et j'ai peut-être encore des choses à montrer dans ce sport, ou est-ce que c'était non, non, j'ai tourné la page sur le meilleur des résultats possibles, mais et aujourd'hui la marche c'est en avant, c'est pas en regardant derrière. Mais justement, en fait, c'est ce mot montrer. En fait, moi, j'ai rien à montrer à qui que ce soit. C'était juste une course pour moi. Et puis oui, bien sûr que j'ai encore quelques années où je pourrais être au top physiquement, parce que j'ai 37 ans et si je m'entraîne bien, de façon intelligente, que je me blesse pas, il n'y a pas de raison que je puisse pas faire encore 2 ou 3 ans de carrière à un très bon niveau. Mais mais j'ai pas forcément envie, j'ai d'autres objectifs, j'ai envie de faire d'autres choses aussi et il y a plein de choses à faire dans la vie et puis j'ai pas envie de regarder en arrière et de me dire putain j'ai passé 40 ans à faire du triathlon. Alors pour certaines personnes c'est peut-être c'est ça qu'elles ont envie de faire et tant mieux, mais 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 moi je suis pas cette personne-là et il y a plein d'autres choses que j'ai envie de faire et si je me consacre à 100% au triathlon, enfin pas que je me consacrais à 100%, c'était plutôt à 50, mais j'ai pas cette énergie-là en fait. On peut pas tout faire et il faut choisir un petit peu où on met ouais, où on met son temps, on met son énergie et ses Mais envies. on en parlait ce matin quand on a interviewé Clément Grandy, qui lui bosse à 80%, quoi. Et lui, il était vraiment clair sur le fait que aujourd'hui, son équilibre passe par une activité professionnelle pour avoir une relation avec d'autres personnes, pour avoir des connexions sociales qui soient aussi en dehors du monde exclusif du triathlon, quoi. Et, euh, et c'est vraiment tout à son honneur, je trouve. Et alors, ça rend pas l'opération plus facile quand tu veux performer dans le sport, mais je crois qu'au final, la finalité du truc, c'est quand même d'arriver à se construire de façon personnelle et puis de faire ce que l'on a envie et puis de trouver l'équilibre. Et ça me semble des démarches vachement saines, à la fois celle de Clément ou la tienne, de se dire, ben voilà, c'est comme ça. Et puis, il n'y a pas que le triathlon dans la vie et il y a d'autres choses qui existent. Et puis, je pense que effectivement, quand tu arrives sur la fin de la carrière, euh, c'est peut-être plus facile de se projeter sur d'autres choses que quand que tu as vécu et respiré triathlon pendant 10 ans, 15 ans ou 20 ans et que tu n'as rien fait d'autre en fait. Mais comme tu dis, je pense que c'est extrêmement personnel. Moi, j'ai fait une année, c'est en 2016, j'ai fait une année de triathlon à 100%. C'est la seule année que j'ai fait où j'ai fait que ça. Euh, et j'ai eu de la peine à le gérer, c'est sûr. C'était la moindre petite blessure, le moindre truc qui va de travers, la moindre course ratée, mon monde s'effondrait. Et j'avais rien d'autre auquel me raccrocher. Mais après, c'était moi. Il y a des gens qui gèrent ça très bien et qui ont envie et qui fonctionnent très bien dans ce milieu-là à faire que ça. Et puis, voilà, mais il n'y a pas de juste ou de faux en fait. Chacun doit vraiment trouver son équilibre exactement à soi. Mais il faut juste être conscient qu'avoir une carrière à côté, on peut, il y a que 24 heures dans la journée et puis on a un niveau d'énergie qui est pas illimité. Donc on choisit où on le met et puis à la suite de ces choix, voilà, il y a des conséquences. Ça veut dire que peut-être que on va pas arriver
va pas arriver à un niveau qu'on aurait peut-être imaginé au départ, où le projet professionnel, il va prendre 3 mois au lieu de 2. Mais de nouveau, tant qu'on est OK avec ses choix et puis qu'on est conscient des retombées et puis de ce que ça implique, je pense qu'il y a pas de, il y a pas de... Tant qu'on est en paix avec ça et avec soi-même, on peut que réussir. C'est où moi j'ai galéré, c'est que il y a eu beaucoup d'années où j'allais au travail en me disant mince, je dois aller m'entraîner, et puis je faisais la moitié de mes entraînements, si ce n'est plus, en me disant merde, j'ai pas fait ça, j'ai pas répondu à ce mail-là, j'ai pris du retard sur ce projet-là. Et puis ma difficulté, elle était là, c'est que j'étais tout le temps un petit peu entre deux, et puis au final tu fais rien de bien. Et ça, c'est un petit peu ouais, c'était les difficultés, enfin la plus grosse difficulté que j'ai eu moi, c'était Parce que ça. je sais pas si vous en avez parlé quand j'étais offline tout à l'heure, que mon réseau avait droppé, mais tu fais quoi t'as quoi comme activité professionnelle, toi, en dehors du triathlon? Alors j'ai une petite boîte de communication avec mon ami Guillaume. Lui, il est plus axé e-commerce et puis tout ce qui est communication digitale. Et puis moi, je complète un petit peu avec beaucoup de rédaction et de traduction. Et je l'épaule sur certains projets à lui aussi. Donc on a cette petite. Je fais un petit peu de coaching aussi. Et puis là, on relance une petite aventure que j'avais il y a 5-10 ans en arrière, avant que je passe 100% enfin 100%, avant que je passe professionnel. Euh, on organisait des séjours cyclistes en Europe. Et là, je relance ça cette année. À partir de cette année, on redémarre. Donc, stage triathlon et séjour vélo. Ah bah c'est super, bah écoute ça, hésite pas à revenir nous en parler quand tu seras prête avec les nouvelles dates et puis nous parler un petit peu de cette organisation-là parce que c'est quand même des questions qu'on a, nous, qui reviennent de façon relativement régulière sur des personnes qui cherchent à aller faire des stages encadrés comme ça et je crois il y a une vraie demande aujourd'hui dans le monde des groupes d'âge sur ce genre de stage et je trouve que c'est vraiment une bonne chose quoi. Avec grand plaisir. Ce sera, je vous remets volontiers les infos quand ce sera en place. Enfin, c'est déjà plus ou moins en place, mais je vais volontiers avec les infos. Tard. Et je pense que c'est d'ailleurs un petit peu un axe de développement de la pratique. Je pense qu'il y a énormément d'athlètes qui sont un peu dans notre cas. Je parle pas, c'est pas être vieux de dire ça, mais avec l'expérience, avec le temps, l'aventure du triathlon, une fois qu'on a fait quelques épreuves et qu'on on a fait quelques-unes d'autres, mais ça revient toujours un tout petit peu. Alors que par contre, se faire un stage en itinérant, aller découvrir d'autres paysages, d'autres profils, et sans la pratique compétition, parce que le triathlon et la compétition sont intimement liés, mais c'est pas que la compétition, le triathlon, c'est aussi un peu un mode de vie, et se dire je vais aller découvrir des belles destinations tout en me faisant plaisir à m'entraîner, mais avec une pression de dossard en moins, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir de l'avenir et qui a du sens en plus avec la période qui nous arrive dessus. Mais écoute, un stage triathlon en itinérance, j'y ai réfléchi l'année dernière. Alors, je l'ai pas mis en place encore. Nous, on est tout l'hiver en Andalousie, et puis c'est vrai que c'est un lieu qui est assez magique, qu'on connaît assez peu. Et puis, je me suis demandé si ce serait possible de faire un truc. Tu vas un bout à vélo, pardon, vélo, plus en français. Vélo, c'est un peu suisse. Euh, Tu poses le vélo, tu repars en course à pied pour rejoindre le logement du jour. Donc ça pourrait être effectivement une aventure qui pourrait être vraiment sympa. Puis je pense que vous aurez compris que je suis beaucoup moins sur la performance et par extension un peu les données et tout ça, et beaucoup plus dans l'expérience et le vivre et le partage. Donc effectivement, c'est quelque chose auquel je pourrais réfléchir. Je te lance la balle et avec Arnaud, c'est quelque chose, je crois qu'on n'en avait pas parlé Arnaud, mais moi j'avais un projet et je l'avais fait en vélo, mais ça s'appelait du Mont Ventoux à l'Alpe d'Huez. Et le faire en mode triathlon, où on partait du Mont Ventoux et on nageait avant et on finissait par la course à pied et on se dirigeait tout doucement vers l'Alpe d'Huez. C'est des distances et des épreuves, il y a des parcours, il y a le Ventoux-Man, il y a le triathlon de l'Alpe que tu connais bien. Je pense que c'est quelque chose qui est assez sympathique à mixer. Et effectivement, partager ça en stage de préparation pour les uns ou en stage d'initiation aux longues distances pour les autres, ça peut être une Bah, idée assez écoute, moi, sympathique. si je vais amener ma pierre à l'édifice, c'est que je l'ai fait, moi, sur un Bangkok Phuket. En fait, il y a
une boîte suisse qui organise des tours en Thaïlande, qui fait soit Bangkok-Phuket, soit Phuket-Bangkok, soit Bangkok-Krabi, des choses comme ça. Et ils sont basés à Phuket. Et puis le tour Bangkok-Phuket fait 9 jours de mémoire. Et il se greffait une ou deux fois par an avec Jürgen Zach et on faisait un camp d'entraînement en fait itinérant. Donc en fait, le cœur évidemment était la partie vélo où on faisait entre 120 et 160 km par jour. Et c'était accessible donc à tout le monde, y compris des non-triathlètes. Mais la majorité était surtout en fait des triathlètes et les hôtels où on arrivait le soir, en général, il y avait une piscine. Donc, pour ceux qui le souhaitaient, on rajoutait une séance piscine et puis on allait courir le matin avant de partir ou le soir en rentrant. Et je dois bien dire que c'était quelque chose qui était quand même vachement plaisant. Et il y avait ce côté social mix ou le côté super social du vélo où tu pouvais passer 4, 5, 6 heures euh, à discuter ensemble et puis derrière aller se faire une bonne séance course à pied ou natation dans une belle piscine le soir et ça avait vraiment de la gueule quoi. Enfin voilà, c'est une expérience vécue quoi. Donc ça existe. Ok. Bah, merci pour le feedback. C'est vrai qu'on a toujours tendance à faire des stages en lieu fixe parce que pour des questions de logistique, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, j'en organise un en été prochain à Morzine. Mais effectivement, pour l'itinérance, il y a le côté aventure qui vient se greffer et ça pourrait être vraiment intéressant. Ouais, Je vais m'y regarde, pencher. regarde sur le site, ça doit s'appeler Siam Bike Tour. Et c'est Martin, Mhm. le boss, qui est un bon ami à moi. Et vraiment, il faisait un super boulot avec ça. Et c'était vraiment quelque chose qui était cool là-bas. Et je sais qu'il y avait une bonne liste d'attente sur les camps d'entraînement triathlon itinérants comme ça au cours de l'année. Est-ce qu'on va devoir courir en catégorie d'âge? Ou est-ce que tu as définitivement raccroché la trifonction? Non, je vais pas courir en groupe d'âge, non. Pas parce que ça me parle pas ou que j'ai pas de respect pour tous les triathlètes qui courent en groupe d'âge, au contraire, mais j'ai juste, en fait, j'ai vécu une telle expérience à Embrun et je suis tellement satisfaite en fait de fermer le chapitre là que j'ai envie de garder ce sentiment en fait, ces émotions et puis pour l'instant en tout cas j'ai pas du tout envie de faire un triathlon seul. Alors je ferme pas la porte à un relais si c'est pour quelque chose de caritatif ou autre, pourquoi pas. Il y a le trail running qui me fait un petit peu de l'œil. J'ai fait mon premier ultra l'année dernière. J'en ai chié comme pas possible. Et puis je me dis bah si je veux en refaire, il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Et puis il y a pourquoi pas. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout l'envie en fait de refaire un triathlon comme Bah, ça. c'est rigolo parce que tout à l'heure la retransmission de l'UTMB qui vont bientôt partir dans 1 ou 2 heures là et il y a Heather Jackson qui fait l'UTMB ce soir. Heather qui a couru, qui a écumé le circuit Ironman, qui derrière s'est lancé corps et âme sur des circuits gravel où elle a eu des super résultats. Et puis là, cette année, elle avait décidé bon, je pense qu'elle a été un peu poussée par son sponsor Oka, mais je pense qu'il n'y a pas eu besoin de la pousser très fort. Et là, elle est au départ de l'UTMB et c'était la leader des grands jours avec un sourire d'une oreille à l'autre. Et, euh, et quand on avait interviewé Belinda Granger, Belinda, elle avait été un peu comme toi, c'est-à-dire qu'elle avait, du moment où elle avait basculé de sa carrière professionnelle, elle a arrêté, elle n'avait pas trop fait grand-chose pendant quelques temps, et puis derrière, elle avait retrouvé énormément de plaisir à retourner à la salle de gym régulièrement. Et je crois qu'elle avait fait le triathlon de Nousa en relais avec des amis à elle, mais elle ressentait pas le besoin, si tu veux, de se réaligner sur une piste de départ parce qu'elle avait l'impression que la boucle était bouclée et que au final elle avait fait ce qu'elle avait envie de faire et puis et rajouter quelque chose, c'est comme dans une recette, des fois quand tu rajoutes trop d'ingrédients, tu as tendance tu perds un peu les goûts de tout ça quoi. Hmm. Alors ils sont plusieurs. Il y a Lisa Roberts qui doit être à Cham là cette année aussi, mais je crois qu'elle est sur le 100 kills. Et il y a Beth McKenzie aussi. Qui doit, à mon avis, être sur le 100 kg aussi, je pense. Mais ouais, il y a pas mal de triathlètes reconvertis. Je sais qu'Andrei Vissika aussi, qui était toujours à Embrun, qui a Je fait crois que c'était sa septième cette dernière année, je course crois. aussi, il me semble, Ouais. hein. Bah là, il s'est inscrit pour un 145 à Majorque là, en fin de saison. Parce qu'on en a parlé ensemble et parce que moi j'avais regardé la course, puis j'avais dit pourquoi pas, mais en fait j'ai juste
J'ai pas envie de faire ça à l'arrache. J'ai déjà fait un ultra, je sais dans quel état étaient mes jambes à la fin, et j'ai pas envie de revivre ça. Ouais, faire un Ironman à l'arrache, c'est déjà une chose, mais faire un 100 miles à l'arrache, c'est un coup à avoir une digestion un petit peu compliquée les jours qui suivent, quoi. Ouais, sans parler des pieds, et des cloques et autres. Ouais, ouais, ça fait rêver. Non, mais c'est vrai que l'ultra, quand tu vois l'état de gens qui arrivent et qui finissent, parce que à part l'élite, il y en a qui, enfin à l'UTMB, il y a que l'élite qui fait qu'une nuit sur les chemins, quoi, hein. La plupart vont passer 2 nuits en montagne et c'est pas tout à fait la même musique que d'aller courir avec des potes et puis de faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai regardé dans le monde d'endurance, l'avènement de l'ultra. Non, non, je suis revenu. Je sais pas si vous m'avez là, ouais. Ouais, je parlais du rapport entre à l'Ironman et à l'ultra, mais on a parfois des mecs, bah, toi t'es dans le coaching, nous également, qui viennent nous voir en disant, bah j'ai pas spécialement un gros passé sportif, mais je veux faire un Ironman et là, oh, ça, moi je les regarde quand même avec des grands yeux. Mais dans le monde de l'ultra, il y a quand même des mecs qui arrivent, qui ont difficilement fait un 10 km et puis qui s'inscrivent sur un 100 km ou un 100 miles et les dégâts à la fois physiques mais surtout psychologiques que ce genre de courses peuvent faire si jamais t'as pas un minimum de préparation, c'est souvent, je pense que les gens ont pas super bien conscience de la difficulté de ce genre d'épreuve, quoi. Non, je pense qu'effectivement, il y a une question de conscience. Après, de nouveau, c'est dans la petite mesure qu'on a aujourd'hui. Il faut toujours un peu plus, toujours un peu plus loin. Des fois, il faut être un tout petit peu plus raisonnable. Mais pour revenir à Atletissima, chacun sa spécialité, en fait. Et puis, il y en a qui sont spécialistes du son hauteur et qui font ça de façon incroyable. Et puis, il y en a qui font de l'Ironman à vitesse grand V. Et puis, il y en a qui font moins de 24 heures pour l'UTMB. Ça dépend juste de l'approche, de la préparation, etc. Mais il faut juste, quel que soit le choix, il faut juste se mettre, le faire bien, se donner les moyens de le faire bien. Et, et puis, moi, quand je l'avais fait, j'ai une course juste à côté de chez moi, en fait, qui s'appelle, bah, c'est Verbier, c'est UTMB, Verbier by UTMB, le Grand Saint-Bernard, Verbier Grand Saint-Bernard, bref. Ils avaient un 78 km, donc ça fait 78 pour vous, euh, avec 5000 et quelques de dénivelé. Puis j'avais une amie qui le faisait l'été dernier, puis elle m'a dit, allez, viens, ça peut être sympa. Et puis effectivement, physiquement, j'avais la condition physique pour le faire, mais j'avais pas du tout la préparation musculaire pour enquiller 5000 mètres de dénivelé négatif surtout. C'était surtout le dénivelé négatif qui était problématique. Et oui, parce que tu fais pas que monter, hein. Ouais, Ouais, ouais. ouais, puis là c'est destructif, hein, les descentes. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on retrouve vraiment dans le monde du sport aujourd'hui, où les gens, il y a vraiment un peu la fuite en avant, comme tu disais, sur les distances, la durée et tout ça. Et c'est parfois difficile d'accepter l'idée qu'on peut se faire autant plaisir en faisant des courses qui sont plus petites. Et moi, j'ai souvent été vu comme étant un mec qui courait beaucoup sur le circuit Ironman, parce que j'en ai quand même fait quelques dizaines. Et, euh, et cette année, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, j'ai plus de difficultés, si tu veux, à arriver à m'entraîner à vélo et tu peux pas faire illusion si tu fais pas les bornes en vélo sur un Ironman. Mais à côté de ça, j'ai pris énormément de plaisir à faire des courses sprint. J'ai pris énormément de plaisir, comme le week-end dernier, à faire la course à Lausanne. Alors effectivement, tu sais que tu vas pas aller jouer la gagne, mais d'arriver à retrouver la notion de plaisir dans des courses qui sont plus courtes, en se détachant un petit peu de l'aspect performance à tout prix. Moi, j'ai trouvé ça vachement rafraîchissant et puis ça fait du bien aussi un petit peu à la tête d'aller sur une course en se disant que, ben, au final, on peut très bien, le triathlon, c'est comme l'athlétisme, hein, ça va du 100 km à l'ultramarathon et, enfin, du moins au marathon. Et la course en avant, elle est pas toujours super saine à la fois physiquement et puis psychologiquement. C'est pas parce que t'es pas un Ironman que t'es pas un vrai. C'est pas parce que tu cours pas 50 km que t'es pas un coureur. Et peut-être, enfin, dans des rôles de coach, je pense que c'est surtout ça en fait qu'on doit aider les gens à comprendre. L'ultra, c'est un petit peu le marathon d'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années où le mec arrive à la quarantaine, il vous laisse lancer un défi et puis il faisait un marathon. Aujourd'hui, t'as, Tu commences par le marathon sur route. voilà. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça, ouais. 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 Et les choses ont vraiment, si tu veux, il y a eu un gros shift en termes de perspective.
Et c'est vrai que moi, d'un point de vue coaching, j'ai des athlètes qui reviennent aujourd'hui, qui recherchent à avoir une pratique un petit peu plus raisonnée parce que ils ont eu cette fuite en avant en faisant un 50 kills, un 100 kills et puis un 100 miles et souvent qui se passe pas très bien parce que quand tu peux faire que 7 ou 8 heures d'entraînement par semaine et que un 100 miles et que tu vas en marcher les 2 tiers, c'est très long, hein, et qui reviennent avec une pratique un peu plus raisonnée sur des distances plus raisonnables et qui malgré tout arrivent à retrouver un plaisir parce que bah, parce que parce que quelque part, même avec 7 ou 8 heures d'entraînement, tu peux faire quelque chose de décent sur un 5 ou un 10 kills sur route, alors que c'est difficile d'aller t'engager sur un 100 km avec des entraînements à minima, quoi. Et ça, je crois que c'est un beau message qu'il faut arriver à passer dans le monde de l'endurance, et que c'est pas parce que t'es pas un coureur à pied, parce que parce que t'as pas fait un ultra ou quelque chose comme ça, quoi. Ah, complètement. Mais ça revient aussi de nouveau au plaisir du sport. En fait, la valeur primaire du sport, ça reste le plaisir. On le fait pour ça. On n'est pas là pour sauver des vies. On est très très peu à en faire un métier. Le sport, à la base, c'est pour se détendre, pour prendre l'air, pour partager des moments. Et puis, on n'est pas obligé de le faire sur un Ironman ou sur un ultra, en fait. Et ouais, je te rejoins complètement là-dedans. Et avec quelques heures par semaine, on peut progresser, on peut s'amuser, on finit pas complètement cassé à chaque fois. On peut encore partager des moments avec sa famille, être encore réveillé au bureau. Et je pense que cet équilibre, de nouveau, il est ultra important. Et tout ce que tu dis, ça résonne vraiment parce que c'est vrai que quand tu es sur une préparation pour un ultra ou pour un Ironman, et moi j'ai fait des doubles Ironman et des choses comme ça, où tu es en permanence dans un état où tu es en permanence fatigué parce que si tu veux faire le volume en bossant, tu es obligé de couper sur tes heures de sommeil et ça marche qu'un certain moment, quoi. Et c'est vrai, et je crois que pour notre audience, pour notre écoute, c'est vraiment un message qui est important. Et moi j'ai fait les championnats de France de triathlon cette année à Gravelines. Et j'y ai pris, sur 1 heure de course, j'y ai pris un plaisir, mais c'était jouissif, quoi. Et ça, sur un volume d'entraînement qui est en gros un tiers de ce que je faisais en temps normal. Donc oui, on peut avoir une pratique intéressante, oui, on peut se faire plaisir. Et surtout, je pense que ce qui est super important, c'est d'arriver à calibrer ses ambitions par rapport au volume d'entraînement qu'on arrive à faire. Parce que quelqu'un qui va partir avec 7 heures d'entraînement sur un Ironman, tu sais que ça va finir en pleurs. Alors que quelqu'un qui a les mêmes 7 heures d'entraînement à consacrer pour aller préparer un cross de 10 km ou une épreuve de natation en eau libre comme la traversée du lac d'Annecy qui a eu lieu la semaine dernière ou des belles choses comme ça, on peut malgré tout y prendre un grand plaisir et surtout que ça soit super sain à la fois d'un niveau familial, psychologique et puis également physique parce que l'entraînement, 20 ou 30 heures d'entraînement par semaine sur le long terme, il y a un moment où on touche les limites du corps humain, quoi. C'est sûr. Alors, par expérience, on peut faire un Ironman sur parce que moi, je tourne à carrément moins de 20 heures par semaine, ça c'est sûr. Alors oui, il y a des années d'accumulation quand même. Je nage depuis que j'ai 9 ans. J'ai 10 ans de carrière pro. Non, j'ai jamais fait des 30 heures par semaine, à part peut-être une fois en camp d'entraînement où il y avait beaucoup de vélo, mais j'ai jamais été tapée dans ces volumes-là parce que physiquement, je les passais pas en fait. Au-delà de 25, même 23, 25 heures, mon corps, j'arrive pas à enchaîner. C'est aussi parce que je fais plein de choses à côté, mais là, pour Embrun, j'ai pas mon plan d'entraînement sous les yeux, mais j'étais entre 14 et 20 heures, je pense, par semaine, voilà. Et je connais alors un Ironman sur 7 heures, oui, c'est compliqué. Je dirais pas que ça finit forcément en pleurs si les attentes, elles sont mesurées. Si on a des ambitions qui vont au-delà de la préparation qu'on est capable de faire, évidemment que là, ça finit mal. Mais je connais aussi des gens qui ont préparé un Ironman avec 7 heures. Et moi, j'ai un athlète qui a fait un excellent Ironman à Thun entre 9 et 10 heures d'entraînement par semaine. Donc, et un entraînement, et voilà. Et donc, tout est possible, mais il faut la bonne approche, je pense, et le bon encadrement et la bonne attitude, avant tout. Ouais, et c'est là que d'avoir un coach avec qui parler, qui va savoir arriver à quantifier le rapport entre volume et intensité, il est primordial, quoi. Et souvent, t'as des athlètes qui vont faire 15 heures et qui vont faire plutôt un peu de la merde. Et quand t'as un programme qui est bien calibré, comme tu dis, à 9-10 heures, on peut malgré tout avoir des résultats qui soient plus que décents, quoi. Enfin, ça, c'était la petite aparté coach. Avec tout ça, on n'aura pas du tout parlé d'Embrun avec tout ça. On a fait 1 heure de discussion et on n'aura pas touché sur Embrun.
Eh ben, ouais, on est comme ça, nous. On n'est pas des bandits pour rien, mais l'idée, c'était surtout ça. En fait, si tu veux, c'est vraiment ce qu'on essaye de conduire. Alors, effectivement, la course, la compétition, c'est quelque chose qui nous mène et puis qui nous a amené à faire ce qu'on fait. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout les histoires, quoi. Et puis de t'entendre parler, tu vois, comme moi, le fait que tu sois allé faire du bénévolat à Atletissima, c'est des choses qui me parlent et c'est des choses que je trouve qui sont remarquables. Et pour beaucoup de gens, ça passe inaperçu et je trouve que c'était vraiment important de le signaler. En tout cas, moi, je tenais vraiment à te remercier de ton temps et puis te tirer mon chapeau sur ta carrière parce que tu es quelqu'un qui, je pense, qui a beaucoup inspiré. Et comme disait Mika, les petites filles et les petits garçons qui voient, qui te voient, qui voient ton attitude et qui voient la façon dont tu as géré ta carrière et tout ça, je pense que c'est des choses qui sont super positives et super saines. Et rien que pour ça, bravo Emma Bilam. Et je te remercie vraiment du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Bah, merci à vous surtout de l'invitation. Ça m'a fait super plaisir d'échanger un petit peu et puis peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser sur un stage de triathlon en itinérance. Ah bah ça c'est clair et ouais ouais et surtout n'hésite pas à nous tenir au courant de ça en off et puis on relaiera l'information et puis tu nous verras peut-être et pourquoi pas arriver à greffer un camp d'entraînement Trail Bandit sur une de tes organisations, ça pourrait même être quelque chose qui me semble être plutôt une super bonne idée sur le papier quoi. Bah écoutez, c'est noté et puis on Ah, va travailler dessus. Voilà. ah, Et puis vous on va travailler dessus. vous avez Et de toute quoi façon, comme objectif prochain là? Mika, tu vas à Kona, non? ouais. D'ailleurs, j'ai bâché un embrun pour préserver cette Ouais, j'ai course-là. entendu, c'était très Euh, professionnel comme attitude. ouais, je sais pas, mais ouais, j'ai passé un petit moment particulier. J'ai fait une erreur de débutant qui m'a coûté cher. Et comme ça sera le voyage de ma vie d'aller à Hawaï, du coup, je me suis dit que j'allais privilégier ça. Donc, ça sera Hawaï, et puis après, ça sera profiter du temps et de la famille. Et puis après, on verra les années suivantes ce que ça donne. Et puis Arnaud, je sais qu'il sera présent à Hawaï aussi. Donc, du coup, ça risque d'être de bons moments de partage, tout ça. Bah ouais, parce que moi je suis allé 10 fois là-bas et à chaque fois c'était pour une course. Donc cette année j'ai la ferme intention d'aller à la soirée de Bob Babbitt et puis de passer du temps avec et revoir tous mes potes là-bas sans avoir le stress de la compétition. Donc je suis en train d'essayer de mettre un petit peu tout ça sur pied. Mais l'idée c'est effectivement de passer une dizaine de jours là-bas à Hawaï et profiter de l'ambiance, profiter de la course, puis profiter de cette île, moi, qui m'a tellement apporté et puis qui a certainement changé ma vie à un moment. Et puis au niveau compétition, ben là j'ai couru à Lausanne donc la semaine dernière où j'ai fait une course descente où je finis 12e au général. Et derrière, je fais les championnats d'Europe sprint et distance olympique à Vichy fin septembre. Donc Bon. Bon, en tout cas, profitez à fond d'Hawaï. Moi, j'en ai pas des souvenirs de dingue, j'avoue, parce que j'ai tapé dans une voiture juste avant la course, 3 jours avant la course, la seule année que je suis allée. Donc, faites attention c'était à en, vous. c'était en quelle année ton accident C'était là? 2019. 2019. Ouais, ben j'y étais. Et je me rappelle, ouais, j'étais plus sûr. Et c'est vrai qu'il y a eu. Tu y étais allé des années avant, toi, ou c'était ta seule expérience là-bas? C'était ma seule expérience à Hawaï, ouais. Ouais. Moi, j'y suis allé tous les ans depuis 2012 et on avait vraiment vu un shift en termes de comportement sur la route là-bas, au point que même à partir de 2017, 2018, 2019, je roulais quasiment plus là-bas sur la route la semaine avant parce que c'était vraiment chaud cocotte, quoi. Ouais, ouais. Bon, en l'occurrence, c'était pas tout à fait, c'était pas sur la route en bas et c'était en partie de ma faute, mais voilà. Ça, c'était, au moins, j'en suis ressortie vivante, c'était le principal. Ça aurait pu mal finir mais voilà, c'était une expérience qui, comme toutes les expériences, elle nous forme quand même. On en apprend. Et Ah, et tu nous as pas fait une Team Done parce que Team Done c'était costaud aussi ce qui lui était arrivé là-bas et pareil c'était 2 ou 3 jours avant la course je crois. Ouais, et puis il y avait surtout, comment il s'appelait, Matt, je sais plus comment, qui avait fini pendant la course dans une bagnole au niveau un petit peu après Kauai et à l'endroit où il y a les hélicoptères qui suivent la course, qui viennent refaire le plein, et il y a une voiture, il y avait un flic qui était au milieu de la route et la voiture avait traversé malgré que le flic lui avait interdit et il avait fini dans le pare-brise arrière avec une artère de la gorge tranchée et heureusement que dans les spectateurs il y avait un médecin qui était là, qui lui a fait les pompes de compression et qu'il y avait un hélicoptère qui était stationné à 20 mètres de l'accident, quoi.
et qui lui a sauvé la vie. Et il a une magnifique balafre sur la moitié du tour du cou. Et ça avait été une année où il y avait eu l'accident de Tim Donne, cet accident-là. Et puis derrière, il y avait eu le tien. Et je me demande s'il n'y avait pas eu une année où il y avait une autre athlète féminine dont j'ai perdu le nom qui avait pris un gros carton également au niveau de l'aéroport. Et c'est vrai que Kona, faut vraiment faire gaffe, c'est quand même chaud sur les routes, quoi. Après, ce serait dommage de finir le podcast là-dessus. Ouais. Donc Non, ça reste. profiter quand même d'aller nager avec les dauphins, d'aller Ouais. profiter de quand même de toute l'ambiance de cette île. Ouais. Ouais, c'est quand même unique. C'est quand même une course qui est unique et qui définitivement ça mérite le déplacement. Et puis moi qui limite mes voyages en avion à un par an, voire deux si c'est du régional. Ça fait l'année dernière, j'ai pas volé rien que pour pouvoir aller cette année à Hawaï et j'espère que ça pourra se faire parce que c'est un petit peu comme Embrun, il n'y a pas vraiment d'autres courses comme ça et il y a quelque chose. Après, il y a des gens comme tu dis avec qui se sentent bien quand ils arrivent sur l'île et d'autres qui se sentent jamais vraiment en accord. Et moi, j'ai toujours eu c'était un repères tu, reviens du, voilà. Enfin bref, on disait que Kona, ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup d'y aller. Et puis, on va finir sur une note positive en te souhaitant tout de bon pour tes aventures personnelles et professionnelles qui arrivent. Et puis, encore une fois, un immense merci pour ton temps aujourd'hui, quoi. Bah, merci à vous, tout le meilleur pour les courses et puis pour la suite du podcast. Et puis à très on est bientôt. obligé de faire un épisode 2 de toute façon. On est obligé de faire un épisode 2, on n'a pas parlé On n'a pas d'Embrun. parlé d'Embrun, non, c'est clair. Donc du coup, on sera obligé. Ça marche. Merci Quand beaucoup, vous Emma. voulez. Allez, bon après-midi à vous. Au revoir.